Merci de regarder Vasion Guinée pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est par le marché de Sonfonia dans la commune de Ratoma qu'a commencé l'opération de déguerpissement des marchés le long des voies publiques. Vous verrez que les agents de la police n'ont rien laissé sur la route. Après la réouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal, le commerce a repris son cours normal. 45 camions transportant des marchandises ont franchi le week-end dernier la frontière sénégalo-guinéenne. L'annonce a été faite par le groupe organisé et des hommes d'affaires. Enfin, après un match décisif contre l'Ouganda, la Guinée vient de se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015 qui se tiendra en Guinée équatoriale. Le match d'ouverture est prévu à Malabo le 17 janvier 2015. Tout d'abord, le Sili national de Guinée vient de réaliser un exploit et s'est qualifié ce mercredi lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec le score de 2-0 contre l'Ouganda. Ce soir même au stade Mohamed V de Casablanca, l'ambiance était morose au début du match, mais les supporters, après la victoire, ont laissé éclater leur joie. On fait Guilavouki. Avant le premier but guinéen, l'ambiance était morose partout à Conakry. Mais après le dernier coup de sifflet au stade Mohamed V de Casablanca, la joie est montée d'un cran. Le Sili national de Guinée s'est qualifié pour la CAN 2015 délocalisé en Guinée équatoriale avec le score de 2-0 contre l'Ouganda. C'est un coup d'exploit. Ebola a été vaincu de la vie de ses supporters. Ils ont parlé comme ça qu'il y a Ebola, n'est-ce pas, tu vois. Mais Ebola n'arrive pas dans le football. Le football, ça c'est un biscuit. Mais je suis content, malalement. Pourquoi? Mais parce qu'à cause de football que nous on a gagné. Ça veut dire que même Ebola devant nous, je le batte. Merci. Le Chili a arraché sa qualification dans la poule éliminatoire. Le premier but guinéen a été marqué par le capitaine Ibrahima Traoré avant que Saïdou Bassouma n'aggrave le score sur penalty. Nous étions tous dans des inquiétudes, mais vu les deux dernières sorties du Chili, vraiment nous sommes tout à fait ravis. Nous sommes totalement ravis, je ne sais même pas, les mots me manquent. Lorsque nous étions en déplacement sur l'Ouganda, la façon dont ils nous ont traités, cela a beaucoup joué sur nous, mais aujourd'hui, le Chili avait le moral bien placé, et voilà un peu ça. La motivation aussi, c'est ce qui a beaucoup joué. Et voilà pourquoi nous avons rapporté les 3 points. Je suis tout à fait, nous sommes tous les Guinéens, tous les bons patriotes, tous les patriotes sont tout à fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me faut dire, nous sommes tout à fait contents et comblés de joie. Bonne chance au Sili de Guinée. Sékou Batouba Camara, président de la délégation spéciale de Ratoma, a donné le coup d'envoi ce mercredi à l'opération de déguerpissement des marchés le long des voies publiques dans sa commune. À Sofonia, l'opération a visé le grand marché où étals, tables, baraques et kiosques ont été démolis par les agents de la police. Banjou Camara nous en dit plus. L'opération de déguerpissement des marchés le long des routes a débuté ce mercredi dans la commune de Ratoma. Une opération dirigée par le président de la délégation spéciale de la commune. Sékou Batouba Camara était accompagné de la police au marché de Sonfonia où étals, tables, kiosques ont été dégagés des emprises de la route. Il en a été de même à Taouya où les vendeuses de pastèques installées devant le siège de la commune ont été contraints de déguerpir. Les vendeuses qui se plaignent de la manière de les faire quitter les lieux. Ce matin, ils sont venus pour nous faire quitter les lieux. Pourtant, on a payé de l'argent avant de nous installer. Ils nous disent de quitter à cause de l'accident du marché d'Anta. On ne sait plus quoi faire. Kadette Silla, une autre vendeuse, a aussi fustigé le comportement des policiers qui, selon elle, les ont brutalisés tout en emportant leurs marchandises. Nous sommes des vendeuses de fruits. Nous quittons Mafereya pour nous rendre à Conakry. Chaque année, nous donnons une somme de 150 000 plus des pastèques pour pouvoir rester à notre place. Mais aujourd'hui, les policiers nous demandent de quitter. Ils nous ont tout pris et nous n'avons pas où partir.
Ce déguerpissement, il faut le rappeler, est une décision du gouverneur de Conakry qui fait suite à l'accident ayant coûté la vie à 12 personnes le week-end dernier au marché d'Anta. À présent, le comité de pilotage de l'Itoué-Guinée s'est réuni encore ce mercredi. Dans le cadre de ces réunions ordinaires hebdomadaires, 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, notamment l'adoption des termes de référence du groupe multipartite et du validateur. Mais à cause d'Ebola, plusieurs activités de l'Itoué-Guinée peinent à être financées. Benoît Marsila. Dans son plan annuel 2014, l'Itoué-Guinée avait prévu plusieurs activités avant la fin de l'année. Mais à cause d'Ebola, elle n'a pas obtenu tout le financement pour réaliser ces activités inscrites dans son plan de travail. Sur un budget de 1 milliard de francs guinéens, elle n'a reçu d'abord que 500 millions. Comme toute organisation, l'initiative de la transparence prépare un budget annuel qui traduit en chiffres les ressources nécessaires pour exécuter son plan de travail annuel. Et ce plan de travail annuel avait donc abouti à un coût d'environ 1 milliard de francs guinéens, sur lequel le gouvernement guinéen avait déjà fait l'effort de mobiliser 500 millions. C'est la deuxième tranche qui est en cours de mobilisation. Des ajustements sont en cours au niveau des finances publiques, compte tenu des impacts de l'épidémie Ebola qu'il y a, et qu'il faudra donc probablement patienter davantage si nous voulons accéder à ces ressources-là. La réunion de ce mercredi a alors examiné les possibilités d'organisation de certaines activités avant la fin de l'année. Le protocole relatif à la participation de la société civile à ces activités et l'adoption des termes de référence du groupe multipartite de l'Itoué-Guinée ainsi que les termes de référence pour les validateurs. La question la plus importante qui a été discutée, c'est savoir, compte tenu de l'avancement du plan de travail annuel du comité, qu'est-ce qu'il est possible de faire d'ici la fin de l'année 2014. Nous avons une longue liste d'activités dont certaines nécessitent effectivement un appui financier, d'autres non. Nous avons donc demandé au secrétariat permanent de proposer au comité de pilotage une liste minimale d'activités que nous allons nous assigner comme objectif de réaliser d'ici la fin de l'année 2014. Ceci a constitué donc l'essentiel de nos discussions au cours de cette session du comité de pilotage. Les membres du comité de pilotage ont tenu cette réunion dans une grande consternation suite au décès d'un de leurs. Mohamed François Falcon, qui a tiré sa révérence dimanche dernier suite à une crise. Sa chaise est restée vide au cours de cette rencontre. Son souvenir est encore vivant dans la mémoire de ses collègues. C'était un garçon aimable, d'une intelligence phénoménale. Que vous soyez d'accord avec lui ou que vous vous opposez à son opinion, il vous montrera toujours qu'il est capable d'analyse en profondeur. Et surtout, dans ses idées, il était sans complaisance avec lui-même. Il avait le courage de s'exposer. Et il avait le courage d'exposer. Non seulement qu'il s'exposait, mais il avait le courage de s'exposer. Or, c'est ce courage aujourd'hui qui est rare en Guinée. François Falcon osait s'opposer parce qu'il croyait. Eh bien, le rendez-vous des jeunes femmes entrepreneurs, c'était ce mercredi à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée. Une rencontre pour célébrer la journée mondiale de l'entrepreneuriat féminin et remettre des certificats à 62 jeunes femmes entrepreneurs. Une occasion mise à profit pour échanger d'idées et d'expériences autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Sarah Camara nous en dit plus. La diversification et l'autonomisation des sources de revenus constituent l'un des problèmes auxquels sont confrontées les femmes. C'est pourquoi l'entrepreneuriat est une voie de plus en plus attractive pour ces jeunes femmes. Elles y voient l'occasion de se créer leur propre emploi tout en exerçant une activité qui leur plaît. C'est une grande journée pour nous parce que ça représente ce que nous sommes, ce que nous voulons être des femmes entreprenantes. Sans pour autant dépendre des hommes ou de qui que ce soit. Ça nous a fait que cette journée représente le rêve que nous avons voulu être. Cependant, sans une formation adéquate et un réseau de structures pour les encadrer dans leur processus de création, le risque d'échouer est grand. Beaucoup de séances d'évaluation pendant la formation. Vous avez des séances pratiques où les femmes elles-mêmes descendent sur le terrain, par exemple, pour mener des études de terrain.
Ensuite, elles sont évaluées dans un certain nombre de matières, donc oui. Mais nous avons aussi un système de mentorat qui nous permet de suivre les femmes après qu'elles aient commencé à mettre en place leurs entreprises. Elles peuvent avoir accès à n'importe quel financement aujourd'hui, même à des financements familiaux. Elles peuvent commencer leurs entreprises et se développer elles-mêmes. Dans l'entrepreneuriat féminin, il n'y a pas que des risques. Celles qui ont aussi réussi sont nombreuses. À travers Be The Change Academy, j'ai pu réaliser un rêve. J'ai pu savoir ce que je valais vraiment, ce que j'étais capable de faire, malgré qu'il y avait plusieurs obstacles, parce que je ne supportais pas l'idée de certains, excusez-moi, mais de certains hommes qui disent que la femme c'est juste le foyer, la femme c'est juste préparer, manger. Moi je dis non. Une femme c'est une battante. Une femme c'est celle qui sait ce qu'elle veut. Pour célébrer cette journée, le vice-président américain Joe Biden participe lui aussi à la Semaine mondiale des entrepreneurs à Marrakech au Maroc, une participation qui démontre l'intérêt que le gouvernement américain place en l'esprit d'innovation et d'entreprise. Autre registre de l'actualité, renforcer les capacités des cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est la mission que s'est assignée la direction. C'est dans ce cadre que l'institution vient d'initier des travaux d'amélioration des capacités du personnel avec l'appui d'un cabinet national. Durant 3 semaines, il sera question d'outiller le personnel de la CNS, notamment en technique de lecture des états financiers contre la fraude. Tcherno Falilou Diallo, reportage. L'idée, c'est d'équiper les enquêteurs, les contrôleurs et les inspecteurs de la Caisse nationale de sécurité sociale pour améliorer le rendement de la direction. Avec l'appui du cabinet d'audit et d'expertise comptable, Cadexco, il s'agit de rehausser le niveau de ces cadres afin de mieux contrôler les entreprises. Nous initions une formation qui va nous permettre d'installer 3 corps. Il y a un des corps qui est déjà installé, c'est le corps des contrôleurs employeurs. Ils sont assermentés et 2 nouveaux corps vont faire leur entrée. Il s'agit des enquêteurs qui vont cette fois-ci aller débusquer des entreprises réellement qui veulent toujours échapper. Après ces enquêteurs, nous avons déjà le corps des employeurs, les contrôles employeurs, mais nous devons les outiller davantage. Au-dessus de ces contrôleurs, un 3e corps va être instauré, c'est celui des inspecteurs qui sont capables de faire des redressements. Ces 3 corps doivent être en mesure de déceler les dissimulations du personnel et les fraudes sur les taux de cotisation. Que l'employeur ne soit plus en mesure de dissimuler les emplois, parce que ça arrive. Il a 200 employés, il déclare 100. Vous voyez, il faut avoir des techniques de pouvoir dénicher les dissimulations d'emplois. Il faut que nous disposons des techniques qui nous permettront d'éviter les dissimulations de taux. Le taux de cotisation est calculé sur 23%. Si quelqu'un applique en vous déclarant, et au lieu de 23%, il a calculé sur 16%, il faut être suffisamment outillé. Donc nos animateurs de ces équipes doivent être suffisamment outillés pour pouvoir regarder dans les différents livres comptables ce qu'un employeur peut dissimuler. Voilà les missions de ces 3 corps. Les séances de formation subdivisées en modules vont durer 3 semaines et des certificats seront livrés aux participants. Et on a été mandaté pour former et outiller le corps du contrôleur, le corps des inspecteurs, le corps des enquêteurs par rapport ici au recouvrement des montants que la caisse doit percevoir. Sur ce, nous avons des modules à dispenser. Bon, là, c'est purement technique. Je peux citer, entre autres, le module de la lecture des états financiers. Il faudra qu'un inspecteur, lorsqu'il doit être sur le terrain, soit outillé par rapport aux états financiers de l'entreprise, évidemment. On va faire 3 semaines de formation et cette formation sera accompagnée par un certificat à la fin. La Caisse nationale de sécurité sociale se fait une vision pour 2016, celle de faire de cette institution un outil au service des travailleurs avec un personnel compétent. Toujours dans l'actualité nationale, des équipements informatiques pour le programme de réforme et de la modernisation de l'administration PREMA. Ce geste de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de la fonction publique relative au projet SBF. La cérémonie de remise de ces matériels estimés à $30 000 a eu lieu ce mercredi au PREMA. Aïssata Kaba.
Initié en 2011, le programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration PREMA a pour objectif, entre autres, de redéfinir et clarifier les missions de l'État, améliorer la gestion économique et financière des ressources publiques. C'est pour l'appuyer dans l'atteinte de ces objectifs que la Banque mondiale vient de lui offrir du matériel informatique. C'est un lot d'équipements d'ordinateurs, de photocopieuses et d'imprimantes qui va servir à renforcer les capacités du programme de réforme de l'État et de management de l'administration publique. Mais également, à côté de ce programme de renforcement en équipement et matériel, il y a la formation, il y a l'appui d'un cabinet d'expertise pour renforcer le leadership dans l'administration publique. C'est un tout. Je pense que ce matériel vient à point nommé pour démarrer ce renforcement des capacités. Une occasion mise à profit par le ministre de la fonction publique pour rappeler les actions réalisées par la Banque mondiale depuis la mise en place de ce programme. Nous profitons de l'occasion pour remercier et féliciter la Banque mondiale pour l'efficacité de son soutien, de son assistance au gouvernement guinéen et plus précisément au ministère de la fonction publique, la réforme de l'État et modernisation de l'administration. Alors, il faut souligner avec force que c'est grâce à la Banque mondiale que l'opération de recensement biométrique des fonctionnaires est en train, n'est-ce pas, de s'acheminer vers sa fin. Et c'est aussi grâce à la Banque mondiale que des projets importants de modernisation de l'administration publique sont en cours. Nous espérons que c'est une contribution de qualité au renforcement des capacités humaines et institutionnelles du département de la fonction publique. Le programme national pour la réforme de l'État et la modernisation de l'administration PREMA comprend 4 sous-programmes, à savoir le développement institutionnel et l'organisation administrative, la réforme de la fonction publique, la gouvernance économique et financière et enfin la décentralisation et la déconcentration. Je vous le disais au début de cette édition d'information, les importations en provenance du Sénégal ont repris leur cours le week-end dernier. 47 camions transportant des marchandises ont franchi la frontière sénégalo-guinéenne. Pour rappel, le pays de la Teranga avait fermé ses portes suite à l'apparition du virus Ebola en Guinée. Des échanges rendus possibles après des négociations entreprises par le groupe organisé des hommes d'affaires depuis le 20 octobre dernier. Andrea Akulamou. Ces 45 camions séjournaient depuis la fermeture des frontières à Linkering, la ville frontalière entre le Sénégal et la Guinée. Inquiets des énormes pertes financières qui se pointaient à l'horizon avec la fermeture des frontières, les opérateurs économiques du pays, à travers le groupe organisé des hommes d'affaires GOA, ont entamé le 20 octobre dernier des négociations avec leurs homologues sénégalais. Des échanges qui ont aujourd'hui abouti à des résultats probants. Que les autorités sénégalaises ont accepté justement la proposition que nous avons faite. Parce que les camions qui étaient bloqués au niveau de Linkering, à la frontière sénégalaise, plusieurs camions ont déjà traversé la frontière et ils sont sur le territoire guinéen. Ce qui est très important pour nous, ça va nous empêcher de perdre beaucoup de millions. Par contre, l'exportation des produits guinéens reste encore suspendue car des négociations sont toujours en cours, a indiqué le président du GOA. Ils ont dit, ceux qui étaient de leur côté sont passés. Nous aussi, on va se mobiliser avec l'ensemble des opérateurs économiques ici. On va aller faire passer ce qui est du côté de notre pays, justement. Parce que si la décision vient de là-bas pour que la frontière soit ouverte, vous comprenez, dans les heures à venir ou dans les jours à venir, vous allez constater ça avec nous. Est-ce une réouverture continuelle ou momentanée? Seul le temps nous le confirmera. À présent, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a commencé ce mercredi à installer les comités de veille à Conakry. L'opération concerne les communes de Ratoma, Matam et Kaloum. Il s'agit d'impliquer les responsables locaux dans la gestion de la sensibilisation des populations à la base pour la riposte à Ebola, une initiative appuyée par l'UNICEF. Lansana Traoré.
Conscient du rôle capital que jouent les responsables locaux dans la gestion des populations à la base, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, en partenariat avec l'UNICEF, a procédé ce mercredi à la mise en place des comités de veille de la lutte contre Ebola dans 2 communes de la capitale. Une initiative saluée par les autorités locales. La mise en place des comités techniques qui doivent suivre des quartiers lié à une sale maladie qui est en train de donner une situation difficile à la Guinée. La commune de Ratoma, au nom de sa population, réitère son engagement qu'il est prêt à se battre contre vents et marées pour que cette mission qui est mise en place puisse aboutir à des fins utiles. Mettre un comité de veille, c'est comme si on mettait le père ou la maman auprès de l'enfant. Ebola est une maladie, une sale maladie. Une maladie très maudite. C'est la raison qui fait qu'on a mis le comité de veille dans les quartiers, c'est-à-dire pour pouvoir aider les populations à se protéger contre cette maladie. Ebola, ennemi public numéro 1 des Guinéens, doit être combattu par tous. Cela passe forcément par l'implication des élus locaux. Ces comités de veille vont servir d'interface entre les services en charge de la lutte contre Ebola et les citoyens. Le but ultime de cette activité, c'est de sensibiliser les populations de Ratoma, commune de Matam, les informer et les sensibiliser pour qu'ils acceptent de prendre en main la riposte locale contre Ebola. Cette prise en charge passe par quoi? Par donner les moyens d'action à la communauté, l'information, les outils, le matériel nécessaire et les moyens pour qu'elle puisse s'organiser à la base, au niveau des quartiers, à travers les comités de veille qui seront composés de représentants crédibles de la communauté. Pour les partenaires techniques et financiers, la mise en place de ces comités de veille reste une priorité pour vaincre le virus Ebola. Les comités de veille sont un des piliers de la stratégie de lutte contre Ebola qui s'inscrit dans la ligne de la mobilisation sociale. Donc notre rôle est d'abord de nous assurer en tant que chef de file de la mobilisation sociale que les comités de veille se mettent en place et aussi apporter notre appui aux structures qui assurent la mise en place et l'encadrement des comités de veille. Cette journée de mobilisation communautaire pour la mise en place des comités de veille à Ratoma et Matam devrait faciliter la compréhension des populations face à la riposte contre Ebola. Eh bien, la Chine est toujours engagée dans la lutte contre Ebola en Guinée. C'est dans ce cadre que l'entreprise Shenzhou Engineering Corporation a fait ce mercredi un don de matériel sanitaire au ministère des Travaux publics, une assistance pour bouter Ebola hors des frontières guinéennes. L'initiative est saluée par le ministre Mohamed Traoré, comme rendu signé Manian Kondé. Des cartons de chlore, des savons et des seaux, voilà ce qui compose ce don de l'entreprise China Geo Engineering Corporation au ministère des Travaux publics pour la lutte contre Ebola. Un geste symbolique pour marquer sa solidarité à la Guinée face à cette douloureuse épreuve. À ce moment, la Guinée a été attrapée par l'épidémie d'Ebola. Vraiment, nous sommes aussi touchés de faire quelque chose avec vous, mais aujourd'hui, on fait un geste symbolique. Ça, c'est un début. On va continuer de travailler avec vous pour chasser vraiment l'épidémie d'Ebola. Et en attendant, je vous garantis, le chantier ne sera pas arrêté à cause de cette épidémie. Si pour l'heure, aucun chantier n'a connu de cas d'Ebola, le ministère des Travaux publics et ses partenaires disent être déterminés à assister les populations victimes de la maladie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a dit Ebola c'est un malheur, mais Ebola c'est une chance, en ce sens qu'elle nous a permis d'identifier tous nos amis. Aujourd'hui, les entreprises chinoises, celle qui est à côté de nous, qui a montré sa capacité par la qualité de son travail, qui se réalise aujourd'hui sur le tronçon Mamou-Marella-Farana, et ce travail est apprécié par toutes les populations guinéennes. Que cette entreprise, au lieu de faire comme d'autres qui ont préféré se retirer de la Guinée, elle a préféré rester, œuvrer avec nous dans le cadre non seulement de la lutte contre le virus Ebola, mais dans le cadre de la réhabilitation de nos infrastructures routières.
Nous remercions encore cette entreprise. La remise de ces dons a été une occasion pour le ministre des Travaux publics de réitérer son engagement à améliorer davantage ses relations avec cette entreprise chinoise installée à Marila malgré cette épidémie. Le ministre Traoré compte aussi être auprès du chef de l'État le messager de toutes les entreprises qui ont assisté la Guinée en cette période critique. Toujours dans le cadre de la riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola, la société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal, Escoda, a offert un important lot de kits sanitaires à la commune de Ratoma. Cette cérémonie de remise qui a eu lieu au stade de Nongo a connu entre autres la présence des représentants des ambassades du Mali, du Ghana et des États-Unis. Idiatou Diallo. Il s'agit d'un important lot de kits sanitaires composés de bonbonnes, de cartons de savon et de chlore que les quartiers de Ratoma ont reçus ce mercredi. Une initiative qui vise à combattre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui continue de faire des victimes en Guinée. Présidée par l'épouse du président de l'Assemblée nationale, cette cérémonie de remise et de sensibilisation a regroupé toutes les autorités religieuses et locales de la commune. L'initiatrice appelle tous les Guinéens à se donner la main pour booster Ebola hors de la Guinée. Nul n'est à l'abri de cette effroyable maladie. C'est donc le moment ou jamais de nous unir pour lutter ensemble contre ce fléau et relever le défi à la face du monde. Nous pouvons vaincre Ebola avec l'aide de Dieu. Cette terre est bénie, dotée de plusieurs ressources naturelles avec des hommes intelligents. Nous vaincrons unis, ce n'est pas le moment de la discorde. Nous avons tous notre partition à jouer pour sauver nos vies et cette patrie qui nous est si chère. Serrons les coudes pour nous en sortir. Aidons-nous les uns et les autres. Partageons avec les plus démunis. Cette campagne de riposte à Ebola permettra ainsi aux 34 quartiers de la commune de Ratoma de prendre des mesures draconiennes pour stopper la propagation du virus. Le représentant du président de la délégation spéciale de Ratoma a tout d'abord remercié la donatrice avant de revenir sur le combat qui doit être mené pour éradiquer Ebola de la Guinée. Au nom de la population de la commune de Ratoma, remercie très sincèrement tous les partenaires qui ont bien voulu accompagner la Guinée dans le processus de la lutte contre cette hémorragie à virus Ebola. Nous sommes conscients que la dynamique engagée par l'homme du changement, le professeur Alpha Condé, est une machine sans arrêt. Des satisfecits ont été décernés aux différentes personnalités en place, dont entre autres l'ambassadrice du Ghana en Guinée, les représentants des ambassadeurs du Mali et des États-Unis d'Amérique. Une manière pour Hadiana Ndiaye de reconnaître l'apport de ces institutions dans la lutte contre Ebola. Et puis les rites funèbres en islam, c'est le thème d'une conférence qui s'est tenue ce mercredi au centre islamique de Donka, organisée par le secrétariat général des affaires religieuses en partenariat avec les associations islamiques. La conférence a pour but de sensibiliser les fidèles sur le lavage des corps en cette période d'Ebola, une pratique qui permet de lutter contre l'épidémie. Compte rendu signé Mfali Gilavuki. Le secrétariat général des affaires religieuses et les associations islamiques veulent outiller et responsabiliser les fidèles dans la lutte contre Ebola. Pour y arriver, ils passent par des campagnes de sensibilisation sur les rites funèbres et le lavage des corps en cette période d'Ebola. L'objectif est de cultiver les bonnes pratiques. L'islam accepte, par exemple, si un corps est là qui a des virus Ebola, qu'on ne doit pas toucher et qu'on ne doit pas laver. Parce que l'islam nous a instruit aussi de prévenir les choses. Dieu même a dit dans le Coran, voilà, ne vous tuez pas vous-même, il faut prévenir les choses. C'est pourquoi nous avons pris cette initiative de sensibiliser les fidèles musulmans. Invité comme président d'honneur à la conférence, l'ambassadeur de la paix a salué l'initiative. Il a tout de même condamné l'isolement de la